City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. C'est Stéphane Edouard. Alors aujourd'hui, cette vidéo devrait, je dis bien devrait au conditionnel, devrait, si je respecte mes impératifs de date, devrait sortir le lendemain des Oscars. C'est-à-dire que, selon toute probabilité, le film La La Land, vous savez, le fameux film La La Land avec Ryan Gosling et Emma Stone, fait par le réalisateur de Whiplash, avec la fameuse musique entêtante qu'on ne peut se sortir de la tête, eh bien ce film aurait ou devrait avoir été oscarisé, donc soit meilleur film, soit meilleur acteur pour Ryan Gosling, soit plus probablement, je pense, meilleure actrice pour Emma Stone. Bref, vidéo timée à la perfection, en tout cas je l'espère ne pas être dédit de mes prédictions à l'avance. Vidéo timée à la perfection, je l'espère, pour dénoncer les mensonges de la propagande hollywoodienne. Alors, qu'est-ce que j'appelle la propagande hollywoodienne? Mais vous savez que la pop culture, la mondialisation est en fait une américanisation, évidemment, que le cheval de Troie de l'Empire, ou du système, comme vous voulez, c'est, on va dire, du système pour être plus sociologique. Moi, j'ai été formé pas à l'Empire, mais au système d'action concret. Donc, le bras armé du système, c'est la culture populaire de masse, au premier rang desquels, évidemment, cinéma, télévision, littérature en dernier rang, en dernière détermination, mais au premier lieu desquels, évidemment, cinéma, télévision et musique, pop musique, rock comme on disait avant, pop musique comme on dirait maintenant, hip-hop, etc. Donc, il est très facile, enfin il est facile, il est logique, il est socio-logique de reconnaître, évidemment, un produit de propagande culturelle à l'institution qui le prime. Je ne suis pas en train de dire que toutes les productions américaines sont des outils de propagande. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de dissidence dans le cinéma américain. Vous savez très pertinemment qu'il y en a. En plus, je ne suis pas assez expert de cinéma, je ne m'y entends pas assez, je ne m'y connais pas assez pour vous livrer une espèce d'analyse sociologique, un panel large, horizontal, du cinéma américain anglo-saxon. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a des faits qui sont porteurs d'avenir, il y a des faits qui sont porteurs de sens, et ce qui est absolument certain, c'est que quand un congrès, quand un compendium, quand une assemblée de gens acteurs du système prime un film, c'est évidemment que c'est un outil de propagande idéologique. Alors, sous cet aspect macro-politique, en réalité se cache quelque chose de très simple, c'est que nous allons aborder ce problème par un petit trou de la lorgnette, qui est simplement le rapport homme-femme. En quoi un film sur l'amour oscarisé est-il un tissu de mensonges et propage-t-il une idéologie dangereuse eu égard au rapport homme-femme? Pourquoi j'utilise le mot dangereux? Simplement parce qu'en croyant à des âneries, en croyant à des mensonges et en façonnant son modèle de couple sur une idéologie qui n'existe pas, eh bien on s'expose à des maladies, à des déprimes, à des dépressions, à des divorces extrêmement coûteux, à un échec personnel, sentimental et amoureux tout au long de sa vie, car nous avons tous été à un niveau ou à un autre marqués, façonnés. Évidemment, on ne parle qu'avec les mots qu'on nous a appris et on ne pense qu'avec les concepts qu'on nous a appris. Souvenez-vous toujours, vous n'êtes pas en mesure, même celui qui se croirait omniscient n'est pas en mesure de dépasser la boîte à outils conceptuelle avec laquelle il comprend et il voit le monde. Donc nous ne pensons nos relations amoureuses qu'avec ce qu'on nous en a appris, ce que l'on nous en a appris. Et à part Bibi et la chaîne du sociologue à lunettes qui est en pleine croissance en ce moment, finalement, la plus grosse source, la plus large source d'informations sur les relations amoureuses, c'est tout ce qu'on a vu sur les petits et les grands écrans depuis que l'on est né. Et je vais vous aider à vous méfier de l'infiltration de cette façon de se faire inséminer les pensées et les croyances par la culture populaire américaine primée aux Oscars, notamment La La Land. Donc c'est parti pour cette vidéo d'un genre nouveau, qui apparemment est parfaitement, enfin je l'espère sera parfaitement timé en termes de contexte de news, qui sortira donc le lendemain des Oscars. Nous allons voir les 3,5, les 3,5, les 3 mensonges les plus énormes, les plus fourbes et les plus vicieux de ce qui est considéré peut-être à juste ou à mauvais titre comme le meilleur film de l'année. C'est parti. Et comme c'est un film qui ne traite pas de l'étude, du livre, de la psychologie ou de quoi que ce soit,
Mais pour une fois, on ne va pas traiter cette vidéo dans la désormais fameuse bibliothèque, mais je vous invite à passer au salon. Eh bien oui, parce que dans le salon, c'est là que j'y écoute ma musique, notamment mon jazz et mes disques. Et La La Land est un film sur le cinéma et la musique. Voilà, on passe au salon ? Microscopique petite page de pub, dernière petite chose avant de passer au salon. Premièrement, je ne pourrais pas, vous avez dû le remarquer à mon interprétation pitoyable de la musique de générique, je ne prendrai pas le risque de diffuser ni son ni image du film La La Land. Ça aurait évidemment été distrayant, ça aurait évidemment aidé à scanser et à monter, à éditer le montage de cette vidéo de façon un peu plus dynamique, mais vous imaginez bien que c'est ultra protégé, que tous les contenus ayant trait, des grosses maisons de production comme ça sont ultra scannés sur YouTube, et qu'en insérant quelques notes ou quelques images, ou même en coupant les scènes, je pense que je n'aurai pas droit à ce que YouTube appelle pourtant le fair use, à l'usage courtois, et en réalité, cette vidéo sera supprimée et mon compte probablement pénalisé, donc vous ne verrez pas d'image de La La Land. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, je vais devoir spoiler, je vais devoir révéler des informations importantes du film, donc si jamais vous comptiez, vous courriez, vous vous apprêtiez à aller le voir et ne vouliez rien en savoir, eh bien évidemment, n'écoutez pas ce qui va suivre, car je vais le spoiler. Ah, et dernière petite chose, j'ai menti, j'ai dit 2, ça sera 3, pour ceux qui se demanderaient, qui seraient tombés sur ma chaîne récemment et qui se diraient « mais finalement, le sociologue à lunettes n'a-t-il qu'une chaîne YouTube ?» Eh bien non, le sociologue à lunettes n'a pas qu'une chaîne YouTube, il a un site qui s'appelle homme-d'influence.com, qui a été ouvert en 2006, nous sommes en 2017, et donc vous avez 10 ans d'articles et d'archives à consulter sur le site pour découvrir comment je me suis fabriqué ma paire de lunettes sur les relations hommes-femmes. Homme-d'influence.com, homme-d'influence.com, homme-d'influence.com. Et cette fois-ci, on passe vraiment au salon. Hop, et voilà, bienvenue au salon. Comme ça, en plus d'être dans le bon tempo, puisqu'on est dans le bon tempo de facto par rapport à la sortie, à l'oscarisation du film, et ben en plus on est dans le bon cadre, dans le bon contexte, pardon, je ne perds pas la boule, c'est contesto en italien, contexte en français, avec ma collection de vinyles de jazz derrière, voilà, pour faire honneur au film et mettre un point d'honneur à arranger les détails quand on le peut. Alors, première raison, sans plus attendre, première raison pour laquelle La La Land, le film, le bijou oscarisé de l'année, ment comme un arracheur de dents sur les relations hommes-femmes. Première de ces raisons, et bien la première, elle est double. En fait, la première de ces raisons, c'est simplement la double rencontre d'Emma Stone et de Ryan Gosling et la façon dont elle se déroule. Donc, encore une fois, j'ai prévenu pour les spoilers, donc je vous préviens une nouvelle fois, vous ne pourrez pas être surprise par ce film après que je vous ai révélé, après cette révélation. Donc, la première rencontre entre l'héroïne et le héros se déroule après une soirée où elle part en groupe. Donc, elle se rend en groupe à un cocktail mondain ou à un événement, je ne sais plus, un petit peu apprêté, organisé. Elle est ça doit être au printemps ou en été, elle est en robe de soirée très légère, en talons évidemment, et elle se rend évidemment accompagnée de ses colocatrices. Je crois qu'elle est en colocation. Si je me souviens bien, ça fait plusieurs semaines que j'ai vu le film. Donc elle se rend à cet événement culturo-mondain avec ses colocs, avec ses amis, avec ses meilleurs amis, avec son groupe, évidemment. C'est toujours une stratégie féminine, mais légitime en plus, de gérer la logistique à plusieurs, parce qu'elles y sont fondamentalement moins douées, puis aussi parce qu'il y a un risque, évidemment, quand on est plus on est apprêté, moins on peut se défendre, moins on peut courir, et donc évidemment c'est plus sûr de se rendre quand on s'apprête énormément, de se déplacer à plusieurs et de se rendre à des événements à plusieurs, sauf qu'elle rencontre Ryan Gosling donc sur le retour de cet événement, où elle s'arrête au hasard d'une rue. Je crois qu'elle rentre parce qu'il n'y a plus de taxi, ou plus d'Uber, ou plus de je ne sais quoi, pour rentrer, et donc elle se trouve en petite robe légère et court-vêtue, comme Perrette avec son potelet. Elle se retrouve à rentrer dans ce qui ressemble de loin à un bistrot inconnu, à un bar inconnu, qui s'avérera en fait être le bar d'hôtel ou le restaurant où Ryan Gosling, pianiste de bar, donc exerce.
exercer plutôt, parce qu'il vient de se faire licencier, enfin il se fera licencier à l'instant où Emma rentrera dans la pièce, sauf que, voilà, c'est ça la première improbabilité, la première chose impossible, c'est que dans la vie réelle, et croyez-moi, j'ai fréquenté les clubs de jazz depuis plus de 10 ans en arrivant à Paris, quand je suis arrivé à Paris en 2001, et j'ai fréquenté le Sunset principalement, le Sunside également, le New Morning et le Duc des Lombards de 2001 à 2009 ou 10. Paradoxalement, je les ai moins fréquentés en habitant, en devenant le voisin. Mais quand je n'en étais pas le voisin, je m'y rendais très souvent, on va dire dans ces 4 ou 5 clubs-là. Et ce type de scène n'arrive jamais. C'est-à-dire une jeune femme au sommet de sa désirabilité, qui, rentrant chez elle, prend le temps, en sifflotant comme ça et en escarpin, de pousser la porte et d'écouter le pianiste, je ne l'ai jamais vu. Voilà, c'est une écriture parfaitement symbolique, encore une fois, de l'inconscient hollywoodien, mais dans la réalité, ça n'existe pas. Donc déjà, cette première rencontre est totalement impossible, et la seconde qui est totalement impossible, donc cette première rencontre donne lieu à la première réaction de Ryan Gosling, qui est d'ignorer totalement cette groupie, cette fan, alors qu'en réalité, un pianiste d'un endroit pareil n'aurait aucune groupie, aucune fan, et en fait, le nombre de groupies et de fans est proportionnel à l'audience, c'est-à-dire que le charisme d'une star ou d'un musicien est proportionnel à la largeur, à la taille, au volume de son audience. Le pianiste de l'hôtel, ou le pianiste du restaurant UP, ou le pianiste d'un bar lounge, évidemment, n'ayant par définition pas d'audience, car personne ne l'écoute, car il serait mal vu de l'écouter, presque, paradoxalement, eh bien, l'avidité ou l'aura que lui confère cette scène, en fait, est surréaliste. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est Ryan Gosling, sauf que non, parce que dans ce film, il n'est pas du tout... il n'incarne pas le rôle de séducteur à travers lequel, enfin, à l'aune duquel on l'a connu dans... Comment s'appelait ce film où il faisait le dragueur, là, vous me le direz en commentaire, d'ailleurs, je ne me souviens plus. Dans ce film, il incarne le boy next door, le guy next door, le man next door absolu. Et donc, déjà, cette première scène, où de façon surréaliste, elle le dévore des yeux, est irréaliste. Il vient de se disputer avec son... il vient de se faire licencier simplement, donc sous le choc et dans la colère, il la bouscule de l'épaule en partant, et il ignore comme ça cette jeune actrice mignonne comme tout, apprêtée comme un cœur, il la bouscule. Il est absolument impossible dans la vie réelle que celle-ci ait continué de le poursuivre, de le courtiser. Or, c'est exactement ce qui va se passer, puisque la deuxième rencontre, souvenez-vous, ma première impossibilité tenait en 2 points, eh bien, la suite de cette première rencontre, c'est qu'elle va le reconnaître à un autre événement mondain, qui est une pool party, là, en Californie, une de ces fameuses pool parties, et elle le reconnaît habillé comme un naze, en train de jouer des mauvais tubes des années 80, et évidemment, elle se plante une seconde fois devant lui, en s'offrant à lui d'une façon qui est simplement irréaliste, qui n'existe pas, c'est totalement impossible, même en admettant la possibilité de la première rencontre. C'est-à-dire, même en admettant qu'il eût été possible qu'elle le vit. Bref, jamais elle ne l'aurait vu, contemplé, regardé, elle se serait totalement soustraite à lui, à cette pool party, elle l'aurait ignoré totalement. Serait-il même venu implorer son pardon et lui présenter des excuses et implorer son attention, il ne l'aurait jamais eu, car en fait il l'a humilié lors de cette scène du piano. C'est totalement impossible, c'est totalement irréaliste. Si jamais vous aviez une once, si jamais vous donniez une once de votre confiance, ou si jamais vous aviez un caractère un tant soit peu crédule, ou si jamais vous donniez, encore une fois, une once, si vous notiez cette scène avec une once de réalisme, enlevez-la, ça n'est pas possible. Une femme que vous ignorez et que vous humiliez publiquement, comme il l'a fait au sortir de la scène du piano, jamais, jamais, jamais ne s'offrira à vous comme à la pool party. Donc voilà, les 2 scènes de rencontre sont totalement impossibles. La deuxième impossibilité
Le deuxième mensonge de La La Land, c'est tout simplement l'embauche d'Emma Stone. C'est-à-dire que là, le sociologue à lunettes assis sur ce canapé a rédigé son mémoire de DEA sur l'insertion professionnelle dans le marché des comédiens à Paris. Je pense qu'il n'en est pas très différemment à Los Angeles et que c'est même pire et même plus difficile, hein, étant donné toujours rapport d'offres et de demande. Il est strictement impossible, improbable, extrêmement impossible, extrêmement improbable qu'un rôle de l'envergure de celui qu'elle obtient à Paris s'obtienne par simple audition. Hein. Les rôles s'obtiennent, notamment ceux-ci, en se construisant en réseau, en croisant des réseaux. Les réseaux se construisent avec le signal de l'école, avec les gens qu'on y inclut, avec la ressource qu'on y apporte. Pour beaucoup d'actrices, la ressource, c'est leur jeunesse, leur corps et les faveurs dont elles dispensent. Voilà. Lisez entre les lignes si vous le désirez. Mais voilà, la naïveté, la pureté naïve, entre guillemets, du schéma qu'on nous impose, qu'Hollywood nous impose, à savoir, venez vous esclavagiser dans un Starbucks et faites la serveuse jusqu'à décrocher le rôle de votre vie, est en fait une manière totalement immorale de se fabriquer un stock d'esclaves. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire croire à une rétribution ultérieure à des jeunes que l'on esclavagise dans des postes de troisième ordre, hein, de serveur manutentionnaire ou chauffeur de taxi ou chauffeur d'Uber ou chauffeur de camion, pour évidemment, en échange de cette corvéabilité, leur promettre un éventuel grand rôle, hein, puis qui devient ensuite un éventuel petit rôle, puis qui devient une éventuelle figuration, et puis qui devient un éventuel porno destiné à finir gratuit sur la toile. Donc cette stratégie est extrêmement malhonnête. Cette stratégie est extrêmement cynique, et elle est d'autant plus malhonnête et cynique que, un peu comme un Kaiser Soze, elle est invisible, c'est-à-dire qu'elle a été très peu identifiée. Donc moi je vous dis, le mythe selon lequel la fréquentation assidue de certaines plateformes de cinéma que sont peut-être Hollywood, Londres, Paris ou que sais-je, et s'atteler à des jobs de subalterne dans l'espoir de décrocher un rôle, c'est évidemment une stratégie du système visant à se constituer à l'infini, à nourrir à l'infini son propre stock d'esclaves, hein, pour avoir encore une fois assez de serveurs, de chauffeurs Uber, etc., etc. Les petites Emma Stone de la vie réelle ne décrochent pas le rôle qu'elle a décroché à Paris et qui a lancé sa carrière sans un énorme travail de réseau qui passe encore une fois par premièrement par le réseau de l'école de cinéma ou de théâtre qu'on a suivi, puis par le réseau familial, hein, ces deux déterminants pouvant s'inverser évidemment selon le pouvoir de la famille et de l'école, respectivement, et ensuite par le réseau des producteurs dont on obtient les faveurs, en général, pas de façon pure et désintéressée. Lisez encore entre mes lignes. Et le troisième mensonge énorme de La La Land, c'est tout simplement la réaction, peut-être même le pire, c'est peut-être même le meilleur, je vous le mets à la fin parce que c'est le plus énorme, c'est la réaction, encore une fois, d'Emma Stone devant le succès de Ryan Gosling. C'est-à-dire qu'à un moment, il vend son âme, il abandonne le jazz pur, le jazz académique, il abandonne le freestyle, le bebop, comme dirait Miles Davis, et il entre dans le groupe du jeune métis, là, londonien, anglais, comment il s'appelle bon, j'ai un trou, ça va me revenir évidemment comme d'habitude, juste en éteignant la caméra. John Legend. Quand il entre dans le groupe de John Legend pour contribuer à produire cette espèce de soupe funky sans être funky, groovy sans être groovy, électro sans être électro, enfin cette musique populaire, cette pop musique vaguement et mal métissée, tout à coup, il obtient un succès populaire, on la voit dans cette fameuse scène quand elle est dans la fosse de la salle au concert, quand les groupies se précipitent vers lui, et la première réaction du personnage incarné par Emma Stone, c'est évidemment de le ramener à la pureté du son et de l'improvisation, et à le couper de son succès, c'est-à-dire qu'elle est repoussée, elle est effrayée, elle est dégoûtée presque par le succès populaire,
de son mec musicien, et elle semble repousser à la mesure de ce que les autres, évidemment femmes, les groupies, lui voient comme attrait. C'est évidemment tout le contraire de la réalité. La réalité, c'est que plus il aurait eu du succès dans la réalité, plus elle l'aurait aimé, plus elle aurait été attirée par lui, séduite par lui, et évidemment, moins elle l'aurait tiré en arrière vers la poursuite de son rêve. Parce qu'entre le contrat avec un groupe en tournée mondiale et la poursuite d'un groupe de jazz New Orleans, années 40, années 50 ou années 60, ou en tout cas l'interprétation pure des standards de Charlie Parker, de Duke Ellington, ou même d'un Miles Davis dernière époque, il est impossible, il est improbable, je n'y crois pas une seule seconde, et vous ne devriez pas y croire une seule seconde, que le type de femme incarné par Emma Stone dans le film, évidemment, le renvoya à sa misère, hein, à sa poursuite du bonheur, comme dirait Will Smith. Voilà, c'est exactement le contraire de la réalité. Donc allez, on rappelle les 3 mensonges de La La Land. Le premier mensonge, il est double, c'est la modalité, la séquence selon laquelle se sont déroulées les 2 rencontres. C'est strictement impossible. Une jeune femme qui sort d'un événement mondain, légère et court-vêtue, et qui s'arrête écouter un pianiste de jazz. J'ai fréquenté les clubs de jazz pendant 10 ans, ça n'existe pas, c'est simplement une utopie, c'est un scénario de film, un scénario de roman, mais c'est simplement, ça ne correspond à aucune réalité. La réalité, c'est qu'elle serait rentrée directement chez elle avec un taxi, ou à défaut de taxi, qu'elle aurait appelé un copain ou un fuck friend, qu'elle aurait réveillé en pleine nuit, qui serait venu la chercher. Et quand bien même serait-elle rentrée à pied, elle n'aurait jamais décidé, à elle seule, de rentrer dans ce hall d'entrée, dans ce couloir, sous cette porte cochère sombre, de pousser la porte et de s'accouder au bar à écouter le pianiste. Voilà, ce sont des scènes qui n'existent pas dans la vie réelle. La seconde, c'est la stratégie du système pour pourvoir à son stock d'esclaves, c'est-à-dire en leur promettant, en continuant de faire rêver la michetonneuse de base ou l'utopiste de base, en lui faisant croire qu'au détour et au hasard d'un casting, elle finira par décrocher le rôle qui la conduira à changer de vie. Mais en attendant, il est normal qu'elle paye son tribut, qu'elle paye simplement, qu'elle paye dans le présent, ce qui sera peut-être hypothétiquement sa chance ultérieure en s'esclavagisant dans un job subalterne. Et le troisième mensonge de La La Land, c'est évidemment la réaction. Alors là, c'est le pire, c'est vraiment superfétatoire, c'est une supercherie, c'est une connerie monumentale. C'est qu'une jeune femme de 25 à 30 ans, à la recherche de son succès personnel, évidemment, soit repoussée par tout à coup le succès de son jeune amant musicien, et le pousse, l'incite à revenir à sa quête artistique pure, sans aucun impératif de rentabilité. C'est évidemment totalement utopique. C'est une mythologie productive pour le système, très contre-productive pour vous si jamais vous y croyez, dangereuse et maléfique et malfaisante. Voilà. Allez, on quitte le salon, puis on va se dire au revoir au bureau. Welcome back. Plus de batterie dans la caméra, ou en tout cas plus suffisamment, mais quand même assez dans la petite webcam là qui se trouve ici, pour te dire que tu connais la musique. Hein. YouTube te propose de cliquer sur les 2 vidéos qui te correspondent le plus, et moi je te dis qu'également tu devrais le faire et parcourir les vidéos de la chaîne. Voilà, c'est à gauche et à droite, et t'abonner évidemment si ça n'était pas encore le cas, et ça se fait ici. City of stars, there's so much that I can't see.